Alors, le scoutisme, c'est un mouvement de jeunesse, des jeunes entre 12 et 18 ans, qui se rassemblent pour environ une fois tous les dimanches, pour se rapprocher de certaines valeurs comme s'éloigner de la technologie, se rapprocher de la nature, le recyclage. Ces valeurs-là. Et donc c'est des jeunes entre 12 et 18 ans, comme Paul l'a dit, comme Monagre l'a dit. Et ils sont animés par des chefs qui sont un peu plus âgés. Et en fait, c'est presque tous les dimanches. On se réunit, on est une quarantaine, une cinquantaine, et on fait des activités, on est très proche de la nature. On essaie d'être loin de tous les téléphones, etc., qui un peu nous envahissent. Et oui, par rapport aux valeurs qu'on prône au scoutisme, c'est le partage, c'est l'entraide, la fraternité. On essaie vraiment d'être ensemble, de vivre ensemble, en communauté, et ouais, d'être un grand groupe solidaire. On se ressource avec la nature et on redevient un peu comme à l'ancienne, quoi. Ça nous écarte de l'internet et tout ça. Ça nous mûrit de l'intérieur personnellement. Et oui, on mûrit, on grandit, on en ressort différent. Vous avez le portable? Mon portable, non, je ne l'ai pas. Ah, ok. En ce moment, non, je ne l'ai pas. Avant, vous l'avez? Pas. Là, on est en camp scout, donc on est pendant 18 jours, on est juste proche de la nature, éloigné de toute technologie. Donc en ce moment, j'ai juste en cas d'urgence. Ok. Est-ce que c'est difficile sans portable? Non, on s'en sort très bien. Ah, ok. C'est agréable de ne plus penser à rien. Robin, et mon totem c'est Oreamnos. C'est un totem, c'est en fait au lieu d'utiliser les prénoms qu'on a à la naissance, on utilise des noms d'animaux qui nous ressemblent. Et ouais, et du coup, on a chacun un nom d'animal qui nous ressemble et c'est ça notre totem. Ok, donc animal, est-ce que vous avez choisi? Moi, c'est un onagre. Qu'est-ce que C'est un équidé d'Asie, un cheval quoi. Ah, ok, d'accord. Et vous? Moi c'est Oreamnos et c'est un bouquetin des. Ah, d'accord. Ok. Et comment tu t'appelles? Moi je m'appelle Yuri, mais mon totem c'est Speotos et c'est une sorte de chien-ours comme ça de l'Afrique, de l'Amérique pardon, de l'Amérique du Sud. Tu as quel âge? Moi j'ai 12 ans Ok. et j'ai presque 13 ans. Ok. Et pourquoi scout? Moi je choisis ça parce que comme Oreamnos l'a dit, mes parents l'ont inscrit au début et j'ai adoré. J'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas forcément rencontrés sans les scouts. Et franchement c'est chouette, il y a plein d'activités. Et ouais, je préfère ça que rester chez moi, quoi. D'accord. Moi je pense que c'est quand même une expérience particulière parce qu'on est vraiment déconnecté du monde réel. On n'a pas vu de téléphone honnêtement pour ma part depuis 2 semaines quoi. Et c'est vraiment une expérience unique. C'est quelque chose qu'en dehors du scoutisme on fait tout simplement pas. En dehors des scouts j'ai jamais pris le temps d'aller une semaine dans la nature ou de déposer mon téléphone dans ma chambre et de plus y toucher. Donc je pense que oui, c'est une expérience unique qui nous change tous. Et oui, c'est vraiment assez spécial et assez unique. On a une certaine ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. Comment tu t'appelles? Du coup, Pusa pour mon totem et Hugo pour mon prénom. Je me souviens qu'avant les scouts, j'étais un peu, on va pas dire fébrile, mais je me contentais de juste vivre ma vie et après, j'avais pas de grands objectifs. Et après mon premier camp dans cette troupe des dragons, j'ai senti que j'avais mûri. En fait, comme aussi c'est très sportif, on a tous un peu pris de la force, allez, comment dire, on est tous un peu devenus des survivalistes limite. Ah oui? Du coup, moi du coup ça m'a beaucoup changé les scouts, ce qui n'aurait pas été le cas si j'avais continué à juste jouer à du hockey, du tennis enfin sans les scouts j'aurais jamais vécu des expériences comme celle-ci quoi. Moi je m'appelle Max et mon totem c'est Sinomis Tu as quel âge? et j'ai 13 ans. Ok, 13 ans. Et est-ce que pour toi c'est aussi ta propre décision de participer ou... Oui, et en fait au début mes parents m'ont inscrit d'abord et j'ai cru que les scouts c'était pas ouf et tout comme ça. Mais à la fin, au début, c'était quand même chouette. Et de temps en temps, j'étais plus chouette. Et maintenant, j'adore les scouts et tout. Qu'est-ce qui a changé pour toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que scout t'apporte? En fait, à la maison, je fais pas beaucoup de choses. Et chez les scouts, j'apprends des choses aussi. Donc,
je peux aussi utiliser ça dans ma vie. Mhm. Et c'est aussi chouette faire un grand camp avec les autres enfants et tout, Mhm. et pas de rester à la maison tout le temps. D'accord. Et par rapport à des valeurs, des bonnes actions, est-ce que ça t'a changé aussi? T'aimerais être quelqu'un de bien ou d'autre? Oui, ça me changeait, on fait aussi des bonnes actions Mhm. et des trucs comme ça. Et avant, je faisais pas du tout ça, Mhm. mais maintenant, je fais ça de temps en temps aussi, Mhm. genre tout Par seul. exemple? Par exemple, j'aide des gens dans ma rue, genre des plus âgés, Mhm. quand ils travaillent et des trucs comme ça. Ok. Et, et vous, Euh, comment vous appelez? Orson. Et mon totem, c'est Guanaco, c'est un lama. C'est vrai que j'ai des changements depuis que je fais les scouts. Mhm. C'est vrai que, en général, je fais plus attention à la nature, j'aide les gens. En fait, je suis devenu quelqu'un de meilleur depuis que j'ai commencé les scouts, quoi. Ah, super. C'est-à-dire avant, Là, avant, quand je voyais une personne âgée dans le besoin, j'allais pas spécialement aller vers elle pour aller l'aider. Mhm. Mais avec les scouts, on apprend l'entraide, le partage, et du coup, c'est toutes des bonnes choses. Donc maintenant, je les applique au quotidien, que ce soit chez les scouts ou en dehors. Je m'appelle Martin et mon totem c'est Irbis, c'est une panthère des neiges. Ok. Et alors, quelle est votre histoire alors avec Scout? Notre personnalité se développe beaucoup. On est avec du coup que des garçons. Mhm. On est un peu comme unis avec une seule sorte, genre que des garçons. Mhm. Et on peut peut-être plus s'adapter, plus sortir sa personnalité, Mhm. plus confiance en soi. Mhm. C'est chouette, ça nous écarte de l'internet et tout ça. Mhm. Ça nous mûrit de l'intérieur personnellement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus justement avec des jeux de vidéo, avec téléphone et tout ça, ils sont plongés dans ça. Et est-ce que vous avez certains messages que vous voulez passer à ces jeunes? Toi? Qui veut passer le message pour conclure? Ah, à 2 secondes. Moi, je trouve que en fait, notre génération, elle commence à se perdre de plus en plus. Que, comment dire, notre génération est beaucoup plus sur les réseaux sociaux, souvent addict à Internet. Et je trouve que faire les scouts, ça nous déconnecte un peu. On se ressource avec la nature et on redevient un peu comme à l'ancienne, quoi. Donc voilà. À l'ancienne, retourne à l'ancienne. Vous êtes tous d'accord? Oui. Retourne à la tradition, à l'ancienne. Mhm. Sans rien. Mhm. Parce qu'avant, il n'y avait pas Internet ni rien. Mhm. Et les scouts nous retirent ça. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de tout ça. C'est pas obligatoire. Mhm. Du coup, c'est mieux. Non. Mhm. Super. Vous avez des choses à rajouter? Oui, ok. Comme ça, ok. Il faut que je retrouve mes mots. Oui. En fait, par rapport à la valeur de tradition, ce qui est bien dans notre unité, et c'est spécifique à chaque troupe, c'est que si on regarde les scoutismes d'il y a longtemps et maintenant, on reste dans le même uniforme, on fait plus ou moins les mêmes camps, donc on remarque que ça n'a pas tellement changé. Tout le monde change continuellement, il y a les technologies qui avancent de plus en plus, mais si on regarde le scoutisme, ça reste plus ou moins la même chose. Et on remarque que c'est un peu deux mondes séparés. Ici, on est déconnecté de tout, on n'a plus le stress quotidien, l'école, l'étude, l'internet, les réseaux sociaux. On est vraiment déconnecté du monde. Donc on vit une expérience, ça nous permet de nous enrichir nous-mêmes, de faire des rencontres qu'on n'aurait pas spécialement faites en dehors du scoutisme. Et oui, on mûrit, on grandit, on en ressort différent, si je puis dire. Et j'aimerais savoir en fait quelle est la relation entre vous, c'est-à-dire est-ce que entre vous vous sentez vraiment chacun peut encourager l'autre, ça donne quelque chose de positif pour avancer encore plus loin ensemble. Mais là, du coup, spécifiquement maintenant, on est en train de faire une marche de 4 jours. Et là, on s'entraide mutuellement. Ceux qui ont plus difficile, ils sont encouragés par les autres. Parce que le but, c'est d'y arriver tous ensemble. C'est vraiment l'entraide entre chacun. Et même plus généralement, on fait du sport aussi au scout. Et donc, on s'entraide. On essaie de garder une bonne ambiance entre nous. Et oui, on essaie de s'aider pour que personne n'abandonne et qu'on y arrive tous ensemble. Parce que c'est un peu le but du scoutisme, c'est l'entraide. Et personnellement, ça vous apporte quoi, scout? Personnellement, ça m'aide à réfléchir différemment aussi, parce que j'ai plus de temps, je peux consacrer plus de temps à la réflexion personnelle.
Et oui, en fait, je peux vraiment me poser devant la nature et réfléchir un peu à ma vie, faire le point. Tandis que dans la vie courante, on n'a pas spécialement le temps, avec tout ce qui nous presse, toutes les activités partout. C'est vraiment un temps plus calme, où on peut un peu réfléchir à tout ce qui nous entoure et faire le point sur certaines choses, ce qui est quand même nécessaire dans la vie. L'équipe de scouts, je vais leur faire visiter un endroit où il fait très froid, très froid. Là vous avez la Loire, là vous avez le train, ça va durer 6 secondes. Là vous avez la Loire. La Loire, elle servait jusqu'en 1860, jusqu'en 1863, elle servait à transporter des marchandises sur la Loire, les marchandises qu'il y avait au fur et à mesure des villes où ils s'arrêtaient. Des poteries, des tuiles, du vin, le temps qu'il arrive, il est transformé en vinaigre. Et d'autres marchandises, d'accord? C'était le principal axe, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de train, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de camion, il n'y a pas de remorque. Donc, un moyen de transport important, c'était les gabarres, donc des bateaux à fond plat, vous verrez un peu en bois, peut-être que vous en verrez, il y en a à Caunes, il y en a 2. Donc la marine de Loire, c'est en gros 16-1700 jusqu'en 1860, il passait 300 bateaux par jour. 300 bateaux par jour. Ça, c'est une première chose. Mais la Loire aussi, elle gelait. Elle faisait de la glace, elle charriait de la glace. Ça, c'était très utile. Il n'y a pas de frigo, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de congélateur. Mais il faut bien manger. Donc on chasse, en gros, en automne. On garde la nourriture au frais jusqu'au beau jour, le gibier. On le garde où? Dans des frigos. En fait, dans des glacières. On va aller la visiter, la glacière. Ok, donc là ici vous êtes dans une glacière, ce qu'on appelle une glacière, il y en a très peu dans la Nièvre, il y en a à peu près, d'après ce qu'on m'a dit, il y en avait 7, c'est une des plus grandes, d'accord? Et cette glacière, si vous regardez bien, vous levez la tête, et vous baissez la tête, et vous levez la tête, mais en fait, ça a la forme de quoi? Ça a la forme d'un igloo, d'un œuf. Ça ressemble à un œuf, c'est pour conserver la fraîcheur. Cette forme-là, elle n'est pas par hasard. La forme, c'est comme une coquille. Si on creusait, on tomberait encore sur des pierres et ça ferait une forme d'œuf. La lucarne qui est là-bas, elle est orientée pleine ouest. Pourquoi pleine ouest? Parce que ça pourrait être nord, mais c'est ouest. C'est là où le soleil se couche. Donc il y a de la lumière quand même qui est diffusée ici. La température, à votre avis, il y a combien? Moi, je vais vous dire à peu près combien il y a, mais... Je pense un peu moins, peut-être un petit peu moins. Alors, c'est dans la pierre, la température, vous voyez? Non, c'est pas vrai, c'est là, j'ai toujours un thermomètre, on ne me l'a pas volé. Il est pas loin, il est pas loin. Il est à 19, parce qu'en fait, il n'y a pas de porte, 19 degrés, mais en règle générale, ça ne descend jamais en dessous de 12-13 degrés. C'est une température quasiment toujours la même, pour conserver la nourriture. Derrière vous, vous voyez des trous dans les murs, là et là. Vous voyez, il y a des trous. Là. Ici, ça a été peut-être un peu bouché. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Des poutres. Des poutres, très bien. On mettait un plancher. Et surtout, de la Loire, on apportait les pains de glace. Comment? On les mettait en dessous ou on les mettait au-dessus. Mais surtout, au moment de l'hiver, ils récupéraient les pains de glace pour conserver la viande qu'ils avaient tuée. Et donc ici, poutre, plancher, on amenait la glace et ça faisait, avec la condensation, l'évaporation par la lucarne ouest. Et la nourriture était conservée à une température qui permettait de la conserver et ensuite de pouvoir la manger. Le château a été construit, de ce que disent les historiens, sur les bases d'un temple romain. Sur cette partie-là, sur ce promontoire, sur cette terrasse vue Loire, c'était les bases d'un temple romain et ensuite d'un château médiéval. Et je vais vous faire la suite de la visite rapidement en extérieur du château. Le château date de 1640, la partie remaniée, mais les tours sont du XIIe siècle. Mais le château, que vous compreniez, il y a une première fenêtre. À quoi ça sert, cette première fenêtre? Au premier étage, imaginez, il n'y a pas cet arbre. Imaginez, il n'y a pas l'arbre. Imaginez qu'il
Il n'y a quasiment pas d'arbres non plus là. Ça servait à surveiller le passage entre la Nièvre et le Cher. Ici c'est la Nièvre, en face c'est le Cher. Le passage des bateaux. À chaque passage il y avait un péage. Et ici c'était les religieuses de l'abbaye de Roche qui se situe à la sortie de Mienne, malheureusement qui est plus un vestige qu'autre chose. C'est l'abbaye de Roche et les religieuses qui prélevaient cet argent puisque on faisait passer les bateaux et c'était payant. Qu'est-ce que c'est que cette avancée là? Cette avancée en 1640, elle n'existe pas. Comme je vous dis, c'est les bases d'un château médiéval, donc d'un château moyenâgeux, austère. Il n'y a pas de fenêtres, il n'y a que des murs pour se protéger. Ça, c'était en fait le donjon, cette partie-là avancée. Imaginez que ce soit un donjon avec une grande porte, comme un pont-levis, et il rentrait à cheval à l'intérieur, il n'y a pas les salons, il n'y a pas les pièces, mais en fait, imaginez-vous, c'est ça qui est intéressant, imaginez-vous 2 autres tours de l'autre côté, et c'était un château clos de 4 tours. Ici, vous allez découvrir le premier salon qu'on appelle la chambre du roi. La chambre du roi, c'est ici, c'est la seule pièce. On ne le sait que depuis 2-3 ans, parce que 3 historiens ont décidé il y a 3 ans de raconter l'histoire du château de Mienne. Moi, le château, il est dans la famille depuis le 21e siècle, c'est-à-dire 2003. Je l'ai acheté, le château. Dans certains livres, les historiens ont retrouvé la trace du passage du roi, qui était en fait le comte de Provence, futur Louis XVIII, et qui s'est arrêté ici. Il dormait jamais au premier étage, il dormait toujours au rez-de-chaussée des châteaux dans lesquels il s'arrêtait. Mais la pièce, elle n'était pas à la hauteur de la personne que vous allez recevoir. C'est quand même le futur roi de France qui va venir. Et donc, comment on le sait? C'est que c'est la seule pièce où les boiseries montent jusqu'au plafond. C'est comme ça qu'on a dessus. C'est la seule pièce, il n'y en a pas d'autre dans le château. Les boiseries montent jusqu'au plafond. Et sur un devis qui a été fait et un artisan qui a chiffré le décor de cette pièce, ils ont découvert, il s'était écrit « Chambre du roi, boiserie à l'occasion de » avec la date. OK? Voilà. Oui? Pourquoi le roi dormait toujours au rez-de-chaussée? Alors, il dormait parce qu'à l'époque, il ne dormait pas dans les étages. Les étages étaient considérés moins nobles. Et puis, peut-être pour se déplacer, lui, il préférait être en rez-de-chaussée. Il avait ses gardes. Et quand il sortait, il avait vue sur le parc et vue sur la Loire. Il n'y a pas le train à l'époque. Ici, si vous regardez, donc ça, c'était l'entrée principale. Enfin, la façade principale qui donne sur le village. Le blason de la famille Malmazet de Saint-Andéol, tout en haut, et dont le premier occupant ici était le marquis de Vielbourg. Ce balcon a été fait à l'occasion de la visite de Napoléon III. Napoléon III, c'est lui qui a instauré le développement du chemin de fer en France, qui se trouve derrière vous. Dans les toits, au grenier, il y a une grande, on va dire un grand jacuzzi en fer, énorme. C'est une réserve d'eau de pluie qui se situe dans le grenier. Il se remplit avec la pluie. Quand il y a trop d'eau, ça déborde, ça coule dans les gouttières, d'accord? Mais quand il recevait des invités, un peu comme vous, j'ai pas eu le temps de le faire, le marquis, il ouvrait les vannes, avec la pression d'eau, il ouvrait les vannes, et ça faisait des jets d'eau pour ses invités. Ok, voilà. Je finis la visite, ils partent par le chemin de la Loire. Hein. C'était pas prévu. Comme toujours d'ailleurs. Donc, en fait, ici, vous êtes sur le chemin de halage. Donc là, on est sur les bords de Loire et vous allez prendre ce chemin jusqu'à Cosne-sur-Loire, sans problème. Mais je vais vous montrer un petit... la réglementation sur la Loire qui est très stricte. En fait, l'année dernière, on a construit cet escalier en bois. Il est biodégradable pour accueillir les gabarres et les bateaux. C'était pour un mariage. Donc on a construit cet escalier, il est destructible, et puis le ponton également. Mais on est en France,
vous pouvez vous approcher. On est en France et malheureusement, bon, ce pauvre ponton, il est considéré comme un embarcadère et que vous n'avez pas le droit de faire le commerce sur la Loire, ou alors vous devez payer 1 000 €, ou sinon il faut que je l'enlève d'ici, on peut le filmer ce ponton-là, il faut que je l'enlève dans les plus brefs délais. Voilà, ça c'est malheureusement. Et donc là vous voyez le ponton, mais ici c'était la base. Vous voyez des pieux, il y a des pieux dans l'eau, alors on les verra peut-être plus là avec les poissons, mais il y a des pieux dans l'eau, c'est les bases de l'ancien port. Les tuiles et les briques étaient amenées jusqu'ici pour partir sur les gabarres jusqu'à Nantes et être vendues. Surtout ne jamais se baigner dans la Loire, hein, vous êtes d'accord? Vous savez ça? Oui. Vous savez, on vous l'a dit ou pas? Non, c'est pas que le courant est fort. D'abord c'est baignade interdite, et deuxièmement il y a ce qu'il faut voir, c'est pas une histoire de courant, c'est même pas une histoire de hauteur d'eau. C'est une histoire, il faut comprendre. Vous voyez le sable. Ouais. Bon, en dessous l'eau, il y a du sable. Bon. Non, il y a beaucoup de sable et il y a beaucoup de courant. La Loire est très puissante. Ce qui fait que la Loire, elle soulève le sable, elle s'engouffre sous le sable. Et il arrive que ça fasse donc des poches. Tu imagines? Des poches de sable sous les poches de sable de l'eau et du sable. C'est quand tu marches sur le sable, tu peux marcher comme ça à côté de ton canoë, ça m'est arrivé. Tu marches à côté de ton canoë, tu as de l'eau jusque là, 30 cm, tu tiens, et d'un seul coup, tu plonges. C'est pas qu'il y a un trou, enfin, il y a une bulle de sable qui s'est formée avec un courant d'eau en dessous assez fort. Et là, tu tombes. Tu peux tomber de 2 mètres ou 2,50 m. Il y a des noyades très fréquemment. Et même des adultes. Donc il ne faut jamais se baigner dans la Loire. Si tu étais obligé d'aller dans l'eau pour une raison X ou Y, il ne faut jamais nager dans le sens du courant ou marcher dans le sens du courant. Il faut remonter sur les bords. D'accord? Sur les bords. Parce que tu n'es pas loin de la rive s'il t'arrive quelque chose. La traversée, ça ne sert à rien, c'est stupide, c'est dangereux. Ok? Allez. Bonne route.